Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter des livres de non-fiction centrés sur les sciences, notamment la physique, la biologie et les mathématiques. Ce sont des domaines que j'ai délaissés après le lycée, voire même ma première année de fac. Et donc ça me fait extrêmement plaisir de m'y replonger, mais d'une manière beaucoup moins scolaire et avec des livres de vulgarisation. Je pense que ces livres peuvent être accessibles au plus grand nombre, même si pour moi ça a été, on va dire, assez facile de rentrer dans cet univers puisque j'ai un baccalauréat scientifique et que par la suite j'ai fait des études de médecine, je suis encore dedans, et donc forcément j'ai un bagage qui va me permettre de me plonger assez facilement dans les sciences. Mais ça ne veut pas dire que je suis extrêmement forte dans ces domaines. J'ai un bagage, mais j'avoue que le côté scolaire de la physique, des mathématiques, je l'ai totalement perdu en études de médecine. Et donc, en m'y replongeant, j'ai retrouvé certaines notions qui me sont assez familières. Mais de là à dire que je pourrais repasser le baccalauréat scientifique, je ne pense pas. Le premier livre dont je voudrais vous parler, je ne l'ai pas entre les mains puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est Une histoire de la conquête spatiale. C'est un livre assez accessible puisqu'il mêle science et histoire des sciences. Ce livre retrace l'histoire de la conquête spatiale, de ses débuts jusqu'à nos jours. C'est un livre extrêmement intéressant puisqu'il m'a appris énormément de choses. Par exemple, les débuts de la création des fusées sont en fait partis des camps de concentration nazis. Avec le traité de Versailles, les Allemands ne pouvaient pas construire d'armes massives et donc ils se sont tournés vers la construction de fusées, non pas pour aller dans l'espace, mais pour pouvoir charger ces fusées d'explosifs. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des camps de concentration dédiés à la création de fusées où des prisonniers étaient forcés de travailler pour l'industrie spatiale dans un but militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs qui étaient destinés à fabriquer les missiles balistiques étaient accueillis aux États-Unis par la US Air Force pour pouvoir notamment collaborer avec eux pour la construction de fusées américaines. L'histoire telle qu'elle nous est racontée dans ce livre montre qu'il y a un lien entre l'industrie spatiale et militaire, même jusqu'à nos jours. Un autre point que développe le livre, c'est qu'il y a une astroculture de nos jours qui est créée autour de l'industrie spatiale. En effet, il y a tout un discours sur la conquête spatiale, sur comment conquérir de nouvelles planètes. Ce discours de conquête, je trouve qu'il est assez imprégné dans notre culture et on peut d'ailleurs le mettre en parallèle avec le colonialisme. Comment est-ce que l'homme est avide de conquérir de nouvelles terres. D'ailleurs, petite anecdote un peu marrante, mais dont j'ai un peu honte aujourd'hui, c'est qu'au lycée, j'ai vraiment été imprégnée par ce discours d'astroculture, de conquête spatiale, et à tel point qu'en fait, durant un travail de groupe, de travaux pratiques avec des compères, on a décidé de faire notre travail sur la terraformation de Mars et sur comment est-ce que les hommes peuvent conquérir Mars et la terraformer pour qu'elle soit habitable. En y repensant, ce sont des idées auxquelles maintenant je me dis mais c'est totalement lunaire. Enfin, on pourrait jamais le faire. Déjà qu'on a du mal à protéger la Terre, dû au changement climatique, à la perte de la biodiversité, comment est-ce qu'on peut terraformer Mars? C'est impossible et totalement improbable comme idée maintenant. Mais voilà, c'est pour dire à quel point cette astroculture est totalement présente dans nos vies. Et peut-être pour vous aussi, ça a été le cas. Mais en tout cas, moi, dans ma jeunesse, ça m'a totalement fascinée. Et même si à présent, je suis assez désenchantée à l'idée de conquérir l'espace, néanmoins, l'espace et les sciences autour, donc l'astronomie, m'intéressent énormément. Et c'est vraiment des domaines dans lesquels j'aimerais me plonger plus souvent. Et donc, pour en revenir au livre, il y a des passages qui démontrent pas mal d'idées reçues qu'on a sur l'industrie spatiale. Par exemple, il y a cette idée qu'il faudrait que des hommes puissent aller dans l'espace pour pouvoir faire avancer la science avec des expériences scientifiques. Cela est démonté parce que en fait, ce sont des expériences qui sont extrêmement chères à réaliser. Notamment dans l'ISS, c'est des voyages extrêmement coûteux en temps, en énergie, en argent. Et ce sont en plus des expériences qui peuvent être facilement réalisées sur Terre. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour pouvoir s'extraire de la gravité terrestre. Et autre idée reçue, c'est qu'on pense qu'il y a eu des avancées scientifiques qui ont été réalisées grâce à des expériences menées
dans l'espace, sauf que cela a été aussi démonté, que pas mal des découvertes ont été réalisées sur Terre. De plus, l'espace est un lieu en constante militarisation par les pays qui veulent être à l'avant-garde des expériences scientifiques. Et forcément, cela amène à de plus en plus de pollution dans le ciel, puisqu'il y a de plus en plus de satellites qui vont servir bien sûr pour nous, les gens lambda, par exemple pour les GPS, mais sont aussi des satellites qui vont servir aux services de renseignement et donc à l'industrie militaire. Ainsi, il y a de plus en plus de satellites dans le ciel et cela obstrue l'espace aérien, et ce qui ironiquement va limiter les découvertes scientifiques qui peuvent être faites sur Terre. Et enfin, le livre finit par nous parler du lien entre l'industrie spatiale et le capitalisme et comment l'industrie privée prend de plus en plus de place. C'est le cas par exemple de SpaceX d'Elon Musk. Donc voilà, un livre très intéressant qui nous retrace toute l'histoire de l'industrie spatiale et de ses liens avec l'industrie militaire et le capitalisme. Ensuite, le prochain livre dont je voudrais parler, c'est un livre d'Étienne Klein. C'est Matière à contredire, un essai qui rassemble philosophie et physique. Étienne Klein, c'est un homme qui a fait des études de philosophie et de physique et qui est assez présent dans les médias, je trouve, pour parler de science et de vulgarisation scientifique. Et donc, dans ce livre qui est assez court, il va justement essayer de synthétiser tous les liens, tous les sujets de concordance entre la philosophie et la physique. C'est un homme que je trouve extrêmement érudit, puisque il va aussi faire le lien avec des auteurs de la littérature française, avec Proust, avec Paul Valéry, mais aussi avec d'autres philosophes comme Heidegger. C'est vraiment un essai qui, pour moi, fait le lien entre ce côté scientifique qu'on pourrait avoir et ce côté littéraire aussi. Et c'est vraiment une union parfaite de ces deux extrêmes. Dans son essai, il va nous parler du temps, du vide, de la réalité, des causes et des causalités. C'est franchement un essai que j'ai adoré, extrêmement court. Un chapitre traite d'un concept. Et par exemple, avec le concept de réalité, il va convoquer la philosophie avec la caverne de Platon, mais aussi les sciences et la querelle entre Einstein et Bohr. Pour faire simple et pour faire court, la querelle entre Einstein et Bohr peut se résumer au fait que Einstein, pour lui, croyait en une réalité objective, tandis que Bohr, lui, était convaincu que la réalité en tant que telle n'existait pas et qu'elle ne pouvait être qu'aperçue à travers des instruments de mesure. Et donc forcément, c'est des concepts, moi, qui me fascinent et qui me travaillent, puisque comme ça, ce sont des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. La réalité, le temps, le vide sont des concepts qu'on pense connaître, mais lorsqu'on creuse, et notamment en mobilisant la philosophie et les sciences, on se rend compte que ce sont des concepts très flous et qui donnent des nœuds dans la tête. Et moi j'adore ça, j'adore me plonger dans les énigmes de l'univers. Et je pense que pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, cet essai pourrait vraiment vous plaire. Pour faire le lien avec Étienne Klein, il a en fait été à l'origine d'une collection de livres qui s'appelle les Comment a-t-on su. Celui-ci, c'est Comment a-t-on su les secrets de la Terre et du Soleil. Et donc, il a du coup été en contact avec des scientifiques, donc ici un astrophysicien et un chargé de recherche au CNRS d'astrophysique, qui ont fait un livre sur la Terre et sur comment est-ce qu'on a pu mesurer le diamètre de la Terre, sa distance avec la Lune, le Soleil. C'est un livre qui va mettre le doigt sur un aspect des sciences que moi j'adore. C'est qu'en fait, tout d'abord, les sciences désenchantent le monde. En effet, quand on va parler de l'espace, de l'univers, on a un regard assez juvénile sur ces choses. Mais lorsqu'on se plonge dans les sciences, le fait de découvrir certaines réalités va désenchanter le monde. Mais en creusant encore plus, on arrive à voir toutes les subtilités que les sciences nous permettent de découvrir, et forcément cela va réenchanter le monde. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que cela est expliqué dans le livre, et je suis assez en accord avec ce fait. Et ce livre peut mettre assez mal à l'aise, puisqu'il va nous dire « Ok, vous savez que la Terre est ronde, mais est-ce que vous savez comment on a découvert que la Terre est ronde ?» Et ça nous met assez mal à l'aise, puisque du coup, on se dit qu'on a des connaissances scientifiques et on va se dire « Ok, les platistes, ils disent n'importe quoi, ils sont totalement à l'ouest. »
Mais est-ce que nous, on arrive à argumenter sur le fait que la Terre est ronde? Et donc, ce livre permet de retracer l'histoire des sciences. Ce que j'ai le plus adoré dans ce livre, c'est un chapitre qui parlait de la quête de la précision. En effet, avant la Révolution française, il y avait plus de 250 000 unités de mesure pour le poids et la taille. 250 000 unités, c'est extrêmement énorme. Et donc, on se retrouve en fait avec des unités de mesure qui étaient différentes entre chaque région française, ce qui était invivable, mais ce qui permettait aussi aux propriétaires de tricher un peu sur, par exemple, le temps de travail des paysans, puisque les unités de mesure de temps d'ailleurs n'étaient pas la même. Ainsi, au XVIIIe siècle, il y a eu l'idée de créer le mètre, qui serait une unité de mesure universelle. Et pour cela, deux scientifiques ont dû aller mesurer la Terre entre Dunkerque et Barcelone. Ce qui est assez marrant, c'est de voir leur périple qui a été assez difficile. Et ce qui est marrant, c'est de voir que le mètre qui a été mesuré contient des erreurs de mesure. Et à la fin de ce livre, on va avoir aussi un chapitre sur l'industrie spatiale qui va nous rappeler du coup l'origine des fusées, avec du coup les Allemands qui ont dû quitter l'Allemagne nazie pour aller en Amérique. C'est vraiment un livre ici, je pense, accès au plus grand nombre si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des sciences et notamment l'histoire de la physique et de la cartographie. C'est vraiment une pépite. Est-ce que en vous parlant du prochain livre, je vais encore mentionner le king qu'est Étienne Klein? Oui. Le prochain livre, c'est L'évolution des idées en physique d'Albert Einstein et de Leopold Infeld, et c'est un livre qui a été préfacé par Étienne Klein. Il est vraiment partout ce monsieur, je l'adore. Il faudrait peut-être faire un fan club d'Étienne Klein, je sais pas si ça existe, mais si ça existe, dites-le moi. C'est un livre qui a été écrit par Albert Einstein, et donc là vous allez me dire, non mais pour qui elle se prend, est-ce qu'on va lire du Albert Einstein? C'est, je pense, le livre le plus accessible écrit par cet éminent scientifique. Dans l'introduction de son livre, Albert Einstein et Leopold Infeld disent que ce n'est pas un cours de physique, mais moi je trouve que ça l'est un peu. Il y a pas mal de schémas, certes c'est vulgarisé, mais on va tout de même entrer dans le vif du sujet. Mais ça reste, je trouve, très accessible. Après, je pense qu'il faut tout de même avoir un bagage scientifique, au minimum avoir fait des sciences au lycée, pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal de concepts que j'ai vus au lycée en physique, que ce soit la théorie de la relativité générale et restreinte, que ce soit la théorie des ondes corpuscules, comment par exemple les photons sont à la fois des ondes à un moment donné, mais aussi des corpuscules. Ça va nous être rappelé le lien entre le champ magnétique et le champ électrique. Dit comme ça a l'air assez abstrait, mais c'est franchement bien expliqué dans le livre. Les auteurs nous prennent vraiment par la main, et même si on ne comprend pas tout, et forcément je n'ai pas tout compris, on arrive à saisir l'idée générale. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que les auteurs sont assez humbles sur les théories découvertes en physique. Ils savent que certaines théories ne sont pas vouées à rester dans le temps. Et on retrouve dans ce livre cette tentative de créer un pont entre les idées et le monde réel. On voit vraiment que Einstein avait à cœur de palper au plus près la réalité. Et cela avec une méthode très rigoureuse. Ce que d'ailleurs j'ai apprécié, c'est qu'il fait mention de Sherlock Holmes et d'Arthur Conan Doyle. Il dit un peu que sa manière de procéder relève un peu de la même méthode que Sherlock Holmes, et moi qui adore Sherlock Holmes, forcément ça ne peut que me plaire comme référence. Et honnêtement, parmi les 8 livres que je vous présente, c'est le livre que j'ai le plus envie de relire, tellement ça me fascine, et c'est assez dur, je pense, de tout retenir en un coup. Il faut vraiment le relire et le relire pour vraiment comprendre toutes les subtilités de ce livre, et je ne peux que vous le conseiller si vous aussi vous êtes assez curieux pour vous plonger dans des cours de physique. J'en ai fini avec la physique, on peut passer aux sciences du climat. Le prochain livre, c'est Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle. C'est un livre qui va retracer l'histoire des sciences du climat, de comment est-ce que l'homme a commencé à parler du climat avant même d'avoir inventé le mot climat. En effet, depuis l'époque moderne, on parlait déjà de cycle de l'eau, du rôle des arbres dans la gestion des températures, on parlait de vent, de pluie, de beau temps, enfin bref, c'est vraiment une science qui
existait déjà avant, qui était assez primaire puisqu'on n'avait pas des instruments de mesure aussi fiables qu'actuellement. D'ailleurs, le cycle de carbone était déjà connu au XVIIIe siècle. On pensait que les plantes régulaient le CO2 dans l'air, ce qui est partiellement vrai. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, se discutait déjà d'un cycle de carbone. On pensait à l'époque que le CO2 était régulé par les animaux et par les plantes. Et au XIXe siècle, un scientifique parlait déjà de changement climatique, bien que pour lui, le changement climatique se faisait sur des cycles de 35 ans et que l'homme n'avait pas de rôle à jouer. D'ailleurs, l'évolution du cycle de carbone au XXe siècle était assez bien vue parce qu'on pensait qu'avec le réchauffement climatique, on aurait des hivers beaucoup plus doux. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est le lien entre les sciences du climat, mais aussi la politique. En effet, les discours sur le changement climatique étaient aussi portés par les colonisateurs. En effet, durant la période de colonisation de l'Afrique et de l'Asie, il y avait tout un discours sur les peuples indigènes qui ne pouvaient pas gérer leur propre espace. Par exemple, il y a eu tout un discours raciste sur les peuples arabes qui avaient des déserts parce que justement ils coupaient beaucoup trop d'arbres. C'est vraiment un discours qui pointait du doigt les peuples indigènes comme destructeurs de leur environnement et qui justifiait du coup la colonisation pour pouvoir modérer ces peuples. Et d'ailleurs, les révolutions en France étaient aussi critiquées puisqu'on pensait que faire la révolution allait dérégler le climat. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un livre qui tout de même était assez dense pour le sujet, mais certains passages étaient très intéressants. Donc si jamais vous vous intéressez à l'histoire des sciences et du climat, c'est un livre que je vous conseille. On en a fini avec les livres de physique. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un livre de mathématiques qui est Alex au pays des maths d'Alex Bello. C'est un livre extrêmement intéressant qui n'a rien à voir avec les mathématiques qu'on peut faire en classe, au collège, au lycée. C'est un livre qui va parler de l'histoire des maths, de comment est-ce que le zéro est apparu, parce que oui, il y a eu une période de notre histoire où le zéro n'existait pas. Ça parle aussi de la façon dont les différents peuples sur Terre comptent. Par exemple, il y a certains peuples d'Amérique qui ne comptent que jusqu'à 5 et au-delà, il n'y a pas de chiffre. Ou alors le peuple Yupno qui ne compte, je crois, que jusqu'à 34, si je ne me trompe pas. C'est ça, en fait, il s'arrête à 33 parce qu'au-delà de 33, 34 est un symbole de mort. Ça signifie qu'un homme est mort et donc il ne compte que jusqu'à 33. Bref, c'est extrêmement fascinant. De plus, d'ailleurs, notre système numérique est basé sur le système décimal, donc sur le 10, parce que l'on a 10 doigts. Donc c'est assez impressionnant de voir ce pont entre les mathématiques et la culture des hommes. On apprend aussi les différents systèmes de comptage entre les peuples. En Europe, on a tendance à faire des barres verticales pour compter et barrer lorsqu'on arrive à 5. Tandis qu'en Amérique du Sud, pour compter, on va par exemple faire un carré. Chaque côté du carré représente du coup un chiffre et ensuite on barre au milieu. Dans le livre, on apprend aussi que la façon dont on mesure le temps, avec les 60 secondes, 60 minutes, 1 heure, vient d'un système babylonien, donc très ancien, basé du coup sur le 60. Alors oui, dans le livre, ça va évoquer Pythagore, ça va évoquer Euclide, des noms qui vous ont peut-être laissé de mauvais souvenirs, mais c'est un livre qui va aussi traiter de plein d'autres sujets, par exemple des probabilités avec les jeux de hasard. Ça va montrer comment des gens ont pu contourner le système pour gagner de l'argent. Ça va aussi parler de géométrie, de sudoku, de tricot, de casse-tête. C'est vraiment très varié. Et avec ce livre, on voit à quel point les mathématiques sont partout dans nos vies. Il existe même un domaine qui lie les mathématiques avec la littérature. On appelle cela les PM, donc ce sont des poèmes dont les lettres de chaque mot sont liées au chiffre de pi. C'est fascinant de voir comment les maths arrivent même à s'incruster en littérature. C'est du coup un livre extrêmement fascinant, passionnant, qui raconte énormément d'anecdotes sur pas mal de faits. Par exemple, le X, l'inconnu utilisé en mathématiques, est un X, mais pas pour des raisons pour lesquelles on croit. La raison est que Descartes a voulu sortir un livre en nommant l'inconnu avec une autre lettre, mais son imprimeur avait un problème, c'est qu'il n'avait presque plus de lettres, et donc il lui a proposé de nommer cet inconnu soit par X, Y et Z, et Descartes a été d'accord pour que cet inconnu se nomme X
et c'est pour cela qu'en mathématiques, on utilise la lettre X comme inconnue dans les équations, par exemple. Bref, c'est vraiment un livre qui va parler de mathématiques, mais d'une manière tellement globale et interdisciplinaire. C'est vraiment fascinant. Ainsi, c'est un livre qui, je pense, peut réconcilier le plus grand nombre avec les mathématiques. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter. Ce sont les 2 livres que j'ai le moins appréciés. Et les 2 parlent de biologie marine. Pourtant, je pensais que ça allait être un sujet qui allait me plaire. Mais déjà, je pense qu'il y a eu 2 facteurs qui ont fait que j'ai été peut-être moins plongée dans ces lectures. De un, ce sont des livres qui datent des années 1950 environ, 1900-1950. Donc, ce sont des ouvrages qui ont fait leur temps et donc qui ne sont pas d'actualité. Mais qui restent tout de même assez intéressants à lire de nos jours. Ensuite, deuxième raison, c'est que ce sont des livres que j'ai lus récemment, et récemment, j'ai eu pas mal de gardes de 24 heures. Et donc, sur mes repos de garde, j'ai dû lire ces livres, mais forcément, la fatigue m'a prise plusieurs fois. Mais malgré cela, j'ai préféré vous en parler pour les évoquer brièvement. Donc, premièrement, j'ai lu Les racleurs d'océan d'Anita Conti. Anita Conti, c'est la première femme française océanographe. Elle a été à bord du chalutier Le Bois Rosé, qui est un chalutier qui est parti à Terre-Neuve pour pouvoir pêcher des poissons. C'est vraiment un chalutier qui est gigantesque, qui est destiné à une pêche industrielle. Et on voit vraiment les coulisses des pêcheurs. On rend vraiment compte que c'est une pêche à l'échelle industrielle parce que c'est une pêche avec des chaluts. Donc les chaluts sont des sortes de filets qui vont racler les océans pour pouvoir amener le plus de poissons. Et Anita Conti est une femme aussi photographe qui va prendre en photo les conditions dans lesquelles vivent les pêcheurs. Elle va aussi participer à la préparation des poissons. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est qu'elle va nous montrer toute la difficulté qu'il y a à mener une telle expédition dans un environnement clos avec des hommes. Elle va aussi nous parler du fait que c'est aussi une expédition très dangereuse qui menace du coup la vie des hommes sur le bateau. Cependant, ce que j'ai le moins apprécié, c'est ce côté très froid avec lequel elle va parler des poissons, de la façon dont ils sont conditionnés. Par exemple, je vous lis un passage. Le bras du trancheur se tend vers la pile de poissons. Il saisit une des formes encore rondes et la fait glisser vers lui sur le dos, la queue à sa gauche. D'un premier coup de tranchoir, coup léger, il prolonge l'incision ventrale qu'a commencé l'ébrayeur. Le poisson s'ouvre complètement. Et donc, il y a vraiment énormément de descriptions sur la préparation du poisson, comment il est découpé, tranché. Et franchement, c'est parfois des milliers de poissons qui sont préparés en un seul jour. C'est colossal comme masse. Il faut savoir qu'elle ne va pas du tout critiquer cette industrie et au contraire, elle va même dire qu'il faut rentabiliser le plus possible ces expéditions et préparer le plus de poissons possible et éviter de pêcher les mauvais poissons au mauvais endroit avec les chalutiers. Mais au moins, Anita Conti est très honnête sur cette pêche qui est monumentale. Ainsi, elle va dire: ici, produire, ce n'est pas faire naître, c'est tuer. Le problème se résume ainsi. Par quel moyen capturer, donc détruire, le plus grand nombre d'individus dans le plus court laps de temps avec le minimum de frais? La pêche est idéalement une industrie dont le point de départ est opposé à celui de toutes les autres. Après, un des points positifs dans sa vision, c'est qu'elle espère que les chalutiers du futur ne racleront plus les océans, mais prélèveront les poissons là où il faut. En somme, ça reste un récit assez intéressant sur la vision d'une femme, sur comment est-ce qu'elle a vécu son séjour dans le chalutier et comment est-ce qu'elle envisage la pêche de manière industrielle. Mais par contre, pour moi, ça reste un livre qui est assez dépassé sur plein de faits. En effet, de nos jours, la pêche est tellement massive et la vie des poissons et des espèces sont tellement en jeu de nos jours que pour moi, c'est une vision assez dépassée de la pêche qu'elle aborde Anita Conti, même si cela reste assez intéressant historiquement. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est La mer autour de nous de Rachel Carson. Le nom de Rachel Carson vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle a écrit Printemps silencieux, qui est un livre qui mettait en évidence le rôle des pesticides sur l'environnement.
Dans ce livre, elle va nous parler de l'océan et des marées. Elle va aussi aborder la question de la vie sous-marin dans les années 1950. C'est un livre pareil qui reste assez intéressant historiquement, même si il y a des faits scientifiques qui actuellement ne sont plus d'actualité. Par exemple, le premier chapitre parle de la formation de la Terre et des continents, sauf que c'est un livre qui a été écrit avant même que la théorie de la technique des plaques soit validée par les scientifiques. Mais mis à part le premier chapitre, le reste se lit encore de nos jours. Elle aborde du coup les courants marins avec le Gulf Stream. Elle va aborder la vie des poissons et de la façon dont les poissons arrivent à supporter une pression hydrostatique malgré tout le poids de l'eau sur eux. Ça va aussi aborder des explorations maritimes par les premiers hommes. C'est un livre qui franchement est passionnant à lire. Les chapitres peuvent se lire indépendamment puisque ce sont des articles que Rachel Carson a écrits tout au long de sa carrière. Mais voilà, j'ai eu du mal à m'y plonger, à m'y intéresser plus que ça. Mais peut-être que si je l'avais lu durant une autre période, ça aurait été une très bonne lecture. De plus, ce que je regrette dans ce livre, c'est qu'elle aborde très peu la question de la pêche intensive et du dérèglement climatique, bien que cela est évoqué en quelques lignes. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter ces 8 livres. 8 livres du coup qui résument un peu toute ma passion pour les sciences. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a titillé un peu dans votre curiosité. Et si ce n'est pas le cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec une autre thématique. Je pense partir là maintenant sur d'autres livres de non-fiction. Honnêtement, j'ai une appétence pour tout ce qui est le savoir. Et donc là, je me tourne beaucoup moins sur la fiction. Mais qui sait, peut-être que ça va changer dans les prochains jours. Je vous dis du coup à très bientôt et portez-vous bien. Salut!